Donc nous allons donc poursuivre par une table ronde qui s'intitule « Santé et environnement pour éviter une autre pandémie et les effets du climat sur la santé ». Nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Jean Rotner, Mathilde Pascal, Frédéric Keck, Benoît Miribel et en distanciel, puisqu'on jongle avec ces deux outils, Benjamin Roche et Vanina Laurent Ledru. Je laisse donc le soin à Dominique de vous les présenter plus précisément et d'organiser cette table ronde. Merci Nathalie. Effectivement, quand je vous disais qu'on allait mettre en exergue les paroles de Casimiro, cette table ronde santé et environnement, qui va aussi bien parler de climat et santé que de pollution et santé, que de impact sur les écosystèmes qui eux-mêmes ont un impact sur la santé, c'est de cela que nous allons parler. Ravi d'avoir Mathilde Pascal et Benoît Miribel en présentiel. À distance, nous aurons... Alors Frédéric, qui a oublié de venir s'asseoir, voilà. À distance, nous aurons Benjamin Roche de l'IRD et aussi Vanina Laurent Ledru de la Fondation. Bonjour Vanina, on vous voit à distance. Merci. Merci de votre invitation. Donc, merci à vous tous de nous rejoindre, même à distance, à Strasbourg, pour ces rencontres Grand Est. Je redis leur titre, Santé globale, le nouveau défi. Alors, à chacun d'entre vous, j'ai demandé de résumer, pour commencer, en une ou deux phrases, ce dont vous alliez nous parler. Ne vous inquiétez pas, je donnerai votre pédigré, votre CV de façon précise un petit peu plus tard. Je tiens également à vous avertir dans l'auditoire et à distance que nous nous interromprons quand Monsieur le ministre François Braun sera dans l'écran en dialogue avec le président Jean Rotner pour une vingtaine de minutes. Et nous reprendrons ensuite. Donc, pouvez-vous me donner votre petite phrase? Benjamin Roche, IRD, c'est quoi votre petite phrase, votre slogan, ce qu'il faut retenir quand évidemment nous aurons tout oublié? Oui, bien sûr, merci. Moi, je pense que vraiment le point qui est vraiment important de souligner, c'est que les pandémies, le changement climatique et la perte de biodiversité, ce sont des phénomènes qui sont tous liés les uns aux autres et ce sont juste en fait des manifestations différentes d'un même processus qui est celui de l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et que donc pour éviter des catastrophes comme celle du Covid, ça passera par l'implication de tous les acteurs, du monde académique aux décideurs, en passant par les forums et les ONG, afin de synchroniser ces différents agendas sur les changements globaux et d'articuler les différentes actions qui sont entreprises à une échelle locale, avec tout ce qui se fait après à une échelle internationale. Merci. Mathilde Pascal. Mathilde, vous êtes de Santé publique France. Vous, c'est quoi votre slogan? Merci, bonjour. Pour aller dans la continuité de Benjamin, je pense que ce qui est vraiment important d'intégrer, c'est que pour protéger la santé, il faut impérativement s'adapter à un nouveau climat. Il faut impérativement réduire de manière radicale et rapide les émissions de gaz à effet de serre. Il faut protéger la biodiversité et il faut réduire les inégalités. Gros programme en 4 points. Benoît Miribel, bonjour. Secrétaire général de la Fondation Une santé durable pour tous. Et je reviendrai tout à l'heure sur votre pédigré. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi votre slogan? J'ai aucune inquiétude, pas de souci. Ça se passe très bien et merci de cette invitation et de ce thème de la santé globale avec les définitions que nous avons eues. On va parler effectivement de la mise en œuvre opérationnelle, en pratique, du One Health, du Planetary Health, et je dirais du croisement avec les ODD. Donc du coup, du One Sustainable Health, une santé durable pour tous, équitable. On va parler de ça, comment on le met en pratique, forcément avec les chercheurs, avec ceux qui mettent en pratique des programmes, ceux qui font la régulation, et l'intérêt de nous concerter au-delà des silos. Opérationnel, Benoît Miribel. Vanina, est-ce qu'on va pouvoir vous revoir à l'écran? Je demande à la technique, peut-on voir Vanina? Si on ne peut pas la voir, on la... Ah, la voilà. Vanina, votre phrase slogan qu'on doit retenir.
C'est quoi? Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'agiter, d'innover et d'orchestrer pour l'impact du changement climatique sur la santé. Et on pourra détailler ce que ça veut dire, mais agiter, innover, orchestrer ensemble, pour moi, c'est en fait pour pouvoir tous ensemble travailler pour des solutions d'adaptation au changement climatique pour les populations vulnérables qui en souffrent déjà. Merci. Frédéric Keck, tu es directeur de recherche au sein du laboratoire d'anthropologie sociale CNRS, Collège de France, EHESS, École des hautes études. Alors toi, tu as un slogan. On peut avoir un slogan quand on est anthropologue? On essaye de résumer sa pensée en quelques mots. Alors, je vais le faire en rendant hommage au grand anthropologue des sciences Bruno Latour, qui est récemment décédé, en disant qu'il faut faire atterrir la santé globale, qui est resté un concept un peu planant, en tout cas dans son émergence dans les années 90-2000. Et pour faire atterrir la santé globale, il faut des territoires sentinelles qui se préparent aux pandémies. Et je décrirai un peu ce que c'est. Sentinelle, opérationnel, sentinelle. Bien. J'ai un retour dans l'oreillette qui a l'air d'être un petit fantôme. Nous n'avons pas encore le ministre, mais comme je vous l'ai dit, nous nous interromprons quand cela sera nécessaire. Pour refaire le tour du cadran de nos intervenants, j'aimerais pouvoir représenter Benjamin Roche. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, le centre IRD de Montpellier. Je ne sais pas si on va vous revoir dans l'écran, Benjamin. Vous êtes co-directeur du programme international PREZOD, ce qui en bon français se dit Preventing Zoonotic Disease Emergence, autrement dit émergence, prévenir l'émergence de maladies zoonotiques, ce qu'en français on appelle les zoonoses, autrement dit les maladies des animaux. Vous êtes spécialiste de l'écologie, de l'évolution des agents pathogènes et de la santé, et vous vous intéressez à cette approche afin de trouver des stratégies de santé publique optimisées. On voit que tous les mots que Casimiro nous a explicités se retrouvent dans votre CV. Vous vous êtes impliqué ces 3 dernières années à faire comprendre les liens entre la pandémie Covid-19 et la santé globale. Et vous dites que cette approche permet de mettre en exergue la question de la perte de biodiversité. On voit que tous ces termes sont unis. Donc, si vous pouviez nous réexpliciter très concrètement ces liens, parce que ce que je n'ai pas dit, mais que peut-être vous avez tous deviné, c'est que, en gros, vous parcourez le monde et en particulier des zones très particulières des forêts, des lacs, des montagnes. Vous êtes aussi un explorateur de la planète. Benjamin Roche, oui. RD. Merci beaucoup. Effectivement, l'idée est de comprendre, l'idée de ma recherche et de ce qu'on essaie de développer au sein de PREZOD, j'y reviendrai, c'est de comprendre comment prévenir justement ces émergences. Aujourd'hui, on voit qu'on a, les données montrent qu'on a 4 fois plus d'épidémies dans le monde qui sont enregistrées chaque décennie depuis par rapport aux années 80. Et bien sûr, on a une collectivité mondiale qui est en croissance constante. Donc d'un côté, on a de plus en plus d'épidémies à travers le monde et en même temps des populations humaines qui sont de plus en plus connectées. Donc bien sûr, on a tous les ingrédients pour avoir de nouvelles pandémies dans les prochaines années. Alors bien sûr, c'est extrêmement important de comprendre comment on peut contrôler ces épidémies quand elles sont là, en développant des vaccins, en développant des thérapies, en comprenant aussi comment on peut implémenter ces interventions qu'on appelle non pharmaceutiques, les confinements, les fermetures d'écoles, etc. C'est aussi important de comprendre comment on peut se préparer à ces pandémies en accélérant ces processus par de l'innovation, etc. Mais c'est aussi j'ai presque envie de dire encore plus important de comprendre comment on peut les prévenir. Il y a une étude qui est sortie au tout début de la pandémie qui montrait que investir massivement dans la prévention coûterait seulement 1% de ce que va nous coûter la pandémie de Covid-19. Donc le retour sur investissement, il est clairement sans commune mesure, sans parler bien sûr du nombre de vies sauvées qui serait aussi beaucoup plus importante. Par contre, pour prévenir ces émergences, il faut comprendre qu'est-ce que sont ces émergences. Or, 75% des maladies émergentes, ce sont des zoonoses.
donc des agents infectieux qui sautent du compartiment animal sur l'homme. Donc c'est pour ça que l'approche aujourd'hui One Health, une seule santé en français, est vraiment indispensable parce que ça permet de justement comprendre les liens qu'il y a entre santé animale, santé environnementale et santé humaine. Et c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que l'émergence de pandémies, le changement climatique, la perte de biodiversité, tout ça, ce sont en fait des manifestations différentes d'un même processus qui sont les impacts humains sur les écosystèmes. Il y a eu un rapport en 2020 par l'IPBES, donc la plateforme de l'ONU sur la biodiversité, justement sur ce lien entre biodiversité et émergence de pandémie. J'ai participé à ce rapport et effectivement, on a mis en évidence, en faisant une revue de la littérature, que la perte de biodiversité, la déforestation et la perte de biodiversité, c'est l'un des principaux facteurs d'émergence de ces pandémies. Pourquoi ? Parce que quand on déforeste, on perd de la biodiversité, et au sein de cette biodiversité, en fait, il y a beaucoup d'espèces animales qui ne peuvent pas transmettre ces virus. Donc, quand on perd la biodiversité, on enlève ces espèces qui, normalement, diluent la transmission de ces agents infectieux. Donc, on a une transmission qui est plus intense au sein du compartiment animal, et en même temps, bien sûr, par construction, la déforestation, ça pousse les populations humaines de plus en plus en contact avec une faune sauvage qui est elle-même de plus en plus infectée. Donc, on a un cocktail absolument parfait pour ce qu'on appelle des spillovers, donc des sauts d'espèces, des agents infectieux qui sautent de l'animal à l'homme. Et la collectivité mondiale fait qu'aujourd'hui, la petite émergence quelque part peut se transformer en pandémie mondiale. C'est ce qu'on a vu avec le Covid-19. On avait une dizaine de cas de pneumonie atypique en Chine en décembre 2019 et un monde quasiment en confinement total à peine 4 mois plus tard. Donc on voit la vitesse de ce genre de processus. Il faut rajouter bien sûr à tout ça les animaux domestiques avec les épidémies de grippe aviaire qui sont aussi de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et ces animaux domestiques, ils peuvent faire un pont parfait entre ce qui circule dans la faune sauvage et les populations humaines. Donc c'est dans ce contexte... Benjamin, Oui. justement, grippe aviaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que, d'une certaine façon, on n'en parle pas assez ou qu'on a tendance, et c'est peut-être nous les médias aussi, tendance à la confiner, si j'ose employer ce mot, au règne animal, alors que justement la grosse inquiétude, et on se souvient de 2009, c'est que ça saute ou que ça mute et que ça arrive à l'homme, à l'humain. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point intéressant parce que souvent, parce qu'on a tendance à faire des focus très très courts dans le temps et sur une région très ciblée. Aujourd'hui, bien sûr, la priorité, on peut le comprendre, c'est évidemment les coronavirus en Asie du Sud ou en Asie du Sud-Est. Quand on a commencé à voir l'émergence du H5N1 en Asie en 2005-2006, on a vraiment mis le paquet sur cette zone-là. Et or, en 2009, où c'est que ça a émergé au Mexique, une zone qui était beaucoup moins surveillée. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette approche vraiment transversale et vraiment internationale. Le danger, il peut venir de partout. C'est vraiment ça H5N1, c'est la grippe, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. H5N1, c'est une souche de grippe aviaire qu'on appelle hautement pathogène. Mais c'est effectivement, et puis c'est aussi souvent l'arbre qui cache la forêt. Parce que on a la grippe H5N1, donc on commence à retenir un peu ce mot-là. Et puis après, on a plein d'autres souches de grippe, on a plein d'autres zoonoses. Ebola est une zoonose, le VIH est une zoonose qui s'est parfaitement adaptée à l'homme. On a le virus West Nile. On a la liste serait sans fin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à développer cette prévention, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire essayer de diminuer l'exposition des populations humaines. Le but n'est pas d'attendre que ça arrive chez l'homme pour essayer de le contrôler, mais c'est d'éviter que l'homme évite d'être exposé. Et c'est justement ce qu'on essaye de développer avec l'initiative Présode, dont vous parliez au début, qui est une initiative internationale qui a été lancée par le président de la République, Emmanuel Macron, il y a pratiquement 2 ans maintenant. Aujourd'hui, Présode, c'est 16 gouvernements, 180 instituts à travers le monde, des instituts de recherche, des acteurs de terrain, des ONG, etc. Et avec cette priorité justement de renforcer les réseaux de surveillance One Health, donc à l'interface animal-homme dans le monde entier, en particulier dans les zones tropicales,
parce que c'est là que le risque d'émergence est particulièrement important. Renforcer les réseaux de surveillance, ça veut dire que dès qu'on arrive à détecter quelque chose le plus tôt possible, on puisse justement répondre pour éviter que ça commence à se propager de façon trop importante à l'homme. Parce qu'une fois que le pathogène s'est adapté à l'homme pour avoir ce qu'on appelle une transmission interhumaine, donc dans la population, là, on a ouvert vraiment la boîte de Pandore et le risque de pandémie. Mais la deuxième priorité de Présode, c'est aussi de concevoir des stratégies de gestion durable des écosystèmes pour justement les rendre plus résilients à ces émergences. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, d'arriver à comprendre comment on peut synchroniser, à développer des stratégies vraiment intégratives, gagnant-gagnant, entre la protection de la biodiversité, par exemple, et diminuer le risque d'émergence de zoonoses. Donc, il y a des exemples un peu partout dans le monde, vous en parliez en introduction, qui développent ce type d'approche One Health dans un but de prévention. J'en dirige une typiquement au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, où on essaye justement de mettre tous les acteurs autour de la table, le monde académique, les acteurs gouvernementaux, etc. Et notre objectif est de faire de la péninsule du Yucatan, qui fait à peu près quand même la moitié de la France, le premier territoire au monde où on aura implémenté vraiment une stratégie de prévention One Health à une échelle cohérente, à une échelle importante. Donc, on essaie de se baser sur des success stories comme ça, sur des sites pilotes, pour ensuite, justement, avec l'initiative Présode, d'arriver à les articuler à une échelle internationale, parce que ce qu'on va développer au Mexique n'est pas directement transposable, bien sûr, en Thaïlande, au Gabon, etc. Donc, il faut vraiment développer ça avec les acteurs locaux, s'adapter au contexte local et partager les différentes expériences, parce qu'on a des choses à apprendre de ce qui se passe en Thaïlande, on a des choses à apprendre de ce qui se passe au Mexique. On l'a vu avec la pandémie de Covid-19, avec ce qui s'est passé en Afrique. On a vu que dans beaucoup de pays d'Afrique, ils ont eu une gestion de la pandémie qui a pu être, à certains égards, meilleure que ce qu'on a pu avoir en Europe. Parce que une habitude, j'ai envie de dire, un processus beaucoup plus rodé. Donc, c'est vraiment important d'arriver à avoir cette approche cohérente, de vraiment s'intéresser à tout le gradient d'émergence, la prévention, ce qui se passe dans l'environnement et dans l'animal, à l'interface entre l'animal et l'homme, et puis bien sûr après avec l'homme. En France, on a une agence qui s'appelle l'ANRS-MIE, dont c'est le mandat de vraiment répondre à ce genre d'urgence pour arriver justement à avoir cette interface intelligente, cohérente, avec tous les différents acteurs pertinents dans chacun des secteurs, et afin d'articuler le local et le global. C'est là que réside, je pense, notre chance d'échapper justement à ce qu'on appelle les maladies X, donc ces maladies qui n'ont pas encore émergé, mais dont on sait qu'elles ont un potentiel pandémique. Ce qui a été ce qu'on appelait avant la maladie X, qu'on appelle aujourd'hui le Covid-19. Mais si rien ne change, si on ne développe pas ces actions de prévention à des échelles locales, internationales, avec tous les différents acteurs, eh bien, nous aurons des pandémies à répétition, ce que Serge Morand a appelé justement l'ère des pandémies, dans lequel on est en train de rentrer. Mais merci Benjamin Roche de l'IRD. Je crois que vous nous avez fait une démonstration très claire de ce qu'il ne faut plus faire de façon à éviter les prochaines pandémies. En attendant la connexion avec le ministre, qui ne m'a pas encore été annoncé, il n'est toujours pas là. Bon, vous savez ce que c'est qu'un ministre, hein. Il n'est pas à 5 minutes près, surtout quand il a été chahuté à l'Assemblée nationale, pour des excellentes ou très mauvaises raisons. Donc Mathilde Pascal, vous êtes chargée du projet Changement climatique et santé à Santé publique France. Vous ne vous offusquerez pas si nous nous interrompons brutalement à un certain moment. Vous avez une formation interdisciplinaire. On a compris que c'était indispensable aujourd'hui. Sinon, vous connaissez le terme actuel de silo. On les déteste tous. On veut casser les barrières entre les silos. Donc, vous y connaissez aussi bien en sciences de l'environnement qu'en épidémiologie environnementale. Et vous travaillez à la fois sur les risques liés au climat
et à la pollution de l'air. Et ça va être très intéressant parce que vous faites une vraie connexion. Vous allez nous le dire de façon plus précise. Vous avez beaucoup publié. Dites-moi, j'aimerais vous faire réagir en fait tout de suite. La COP27 qui vient de s'achever à Sharm el-Sheikh, pour vous, c'est un échec, c'est un semi-échec, c'est une semi-réussite. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, je serais bien en peine de répondre parce que c'est pas ma spécialité. Et, en tout cas, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les tendances nécessaires pour garantir ce que le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat appelle un avenir viable, parce que c'est de ça qu'il est question. Ils disent très clairement qu'il faut lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité, et sans ça, il n'y a pas d'avenir. Donc les mots du GIEC sont extrêmement clairs et forts. On voit que les impacts de la crise climatique et de la crise de la biodiversité, ils sont déjà visibles partout sur Terre, ils sont visibles en France. Vous avez sorti des chiffres à Santé publique France ce début de semaine. Alors, on a publié l'impact, une estimation de l'impact des vagues de chaleur de cet été sur la mortalité. On est à quasiment 3000 morts. C'est le pire impact depuis la mise en place du plan de prévention canicule en 2004. Et c'est un impact qui est totalement dans la continuité des années précédentes, puisque chaque année, il fait plus chaud. Chaque année, on a des événements de plus en plus difficiles à gérer. Et chaque année, il y a plus de victimes. Donc ça, c'est typiquement les événements climatiques extrêmes qui font des victimes immédiates, mais qui peuvent aussi avoir des effets durables sur les santé humaines et sur les écosystèmes. On a de plus en plus d'exemples de crises complexes à gérer. On a des territoires, par exemple, alors, en France, on a encore que cet été, si on a un peu vécu ça, mais des territoires qui doivent gérer la pandémie de Covid-19, des canicules qui non seulement mettent en danger la santé, mais qui font tomber aussi les infrastructures électriques, l'accès à l'eau, des incendies, des inondations. Donc on est déjà dans des situations qu'on a beaucoup de mal à gérer. Oui, ce que vous dites, c'est ça, c'est les capacités de réponse sont déjà en difficulté. Sont déjà en grande difficulté. Après, on a tous les impacts, effectivement, toutes les synergies entre le climat et les diverses pollutions. On a tous les enjeux de difficulté d'accès à une alimentation, à une eau potable en qualité, en quantité suffisante. Donc, si vous imaginez bien que si on n'est pas capable aujourd'hui de gérer ça, de protéger la santé des personnes au niveau de réchauffement actuel, on ne sera pas capable de gérer un réchauffement de 1,5 degré et plus, et voire 3-4 degrés, qui n'est pas exclu. Alors, le tableau, il est sombre, et c'est pour ça que la communauté scientifique, elle parle vraiment d'urgence. Après, la lueur d'espoir du point de vue de la santé, c'est qu'en fait, l'action climatique, elle va viser des sources qui sont aujourd'hui génératrices d'énormément de problèmes de santé. L'action climatique, elle va agir sur l'alimentation et totalement se connecter avec les recommandations de santé publique d'augmenter la consommation de protéines végétales, par exemple. Elle va viser à réduire le recours à des mobilités motorisées et favoriser la marche ou le vélo, ce qui permet de réduire la pollution de l'air. C'est 40 000 morts par an, la pollution de l'air, c'est 4 millions de morts dans le monde, 600 000 enfants. Vous pouvez répéter ces chiffres parce qu'ils sont énormes. Ah bah oui, ils sont énormes. La pollution de l'air, c'est 40 000 décès par an en France. Et là, c'est uniquement les décès, mais c'est aussi générateur d'énormément de problèmes de santé, depuis la santé périnatale, cardiovasculaire, respiratoire, neurologique. C'est un déterminant majeur de la santé. La sédentarité, c'est aussi estimé à environ 40 000 morts par an. Et aujourd'hui, quasiment personne en France ne respecte les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique et sédentarité. Et un très bon moyen de s'activer sans s'en rendre compte, c'est la marche, le vélo, c'est les transports en commun. Et en fait, aujourd'hui, on estime que les retombées sanitaires des politiques climatiques sont tellement importantes que si on les valorise économiquement, elles compensent les investissements nécessaires à l'action climatique. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de décloisonner la santé des autres politiques, et on a aussi besoin de décloisonner les politiques entre elles. L'adaptation d'un territoire, elle doit se faire
également pour permettre l'atténuation du changement climatique sur ce territoire. Elle doit permettre de s'appuyer sur la biodiversité. Biodiversité, je finis juste une phrase. Biodiversité, c'est pas uniquement les pandémies, c'est aussi un moyen de protéger la santé. Et il y a beaucoup maintenant d'initiatives pour utiliser la biodiversité pour prévenir les maladies chroniques, par exemple. Merci Mathilde Pascal. Santé publique France, et voilà, nous avons dans l'écran, merci Monsieur le Ministre, d'intervenir ainsi à distance. On aurait bien aimé vous accueillir dans ce bel hémicycle de la région Grand Est, mais bon, vous avez à répondre au Parlement. On a suivi l'ambiance hier à l'Assemblée, et vous avez libéré du temps pour être en dialogue avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui est à côté de moi. Évidemment, je ne peux pas ne pas dire que vous avez des grandes affinités, pas seulement territoriales, mais tous les deux, vous y connaissez en matière d'urgence, n'est-ce pas? C'est à vous, Monsieur le Ministre. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'aurais bien aimé être avec vous dans cette magnifique région du Grand Est, mais malheureusement, vous avez raison, le planning est un petit peu chargé. Mais merci de me convier à cette réunion. Et effectivement, avec le président Jean Rottner, nous avons quelques points communs. Alors justement, comme vous le savez, cette journée s'intitule « Santé globale, le nouveau défi ». Nous avons fait beaucoup de pédagogie pour commencer, pour expliquer que One Health, en bon français, allait aider à la santé globale. Et de votre point de vue, tout ça, c'est du blabla ou c'est super important? Non, c'est pas du blabla, c'est essentiel. On a bien vu pendant cette pandémie l'importance du concept de santé globale. Et puis, s'il en était besoin, les difficultés que nous avons eues cet été avec les vagues de chaleur, avec les incendies, on voit bien qu'il y a une interconnexion majeure entre l'ensemble de notre écosystème et puis la santé. One Health est un enjeu majeur dans la refondation du système de santé que je compte conduire. Et d'ailleurs, premier pas dans cette logique, ce qui a remplacé le conseil scientifique, donc le fameux COVARS, je l'ai voulu dans une logique One Health. Et d'ailleurs, dans sa composition, on trouve pas seulement des professionnels de la santé humaine, mais également de la santé animale, de la biodiversité, des problèmes également sociologiques. Donc, non, je crois que reconstruction sans s'appuyer sur ce concept de santé globale serait une erreur. Refonte du système. Vous nous donnez les prémices, vous nous donnez la méthode, mais ça va prendre combien de temps? Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, malheureusement. Je pense que cette refondation du système de santé qui doit se construire sur les besoins de santé de la population et non plus sur l'organisation de l'offre. Et ces besoins de santé de la population, ils sont multiples. Ils sont étroitement liés à l'écosystème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ces besoins de santé, ils sont par définition territoriaux. Et les besoins de santé, le président Rottner le sait bien, dans la région Grand Est, ne sont pas les mêmes dans les Vosges ou dans les anciens bassins miniers. Donc, c'est vraiment cette logique du CNR territorial qui doit faire remonter les idées, les originalités, les façons de passer ce cap des difficultés de notre système de santé, et puis cette reconstruction dans une logique de santé globale. Mais vous savez, quand on parle de santé globale, j'ai l'habitude de le dire plutôt de façon que je voudrais humoristique, c'est qu'il faudrait un ministère de la santé globale et ce serait le seul ministère, puisque ça regroupe vraiment l'ensemble des problématiques. Effectivement, ce sont des choses qui viennent d'être évoquées, notamment par Mathilde Pascal et Benjamin Roche. C'est-à-dire, on parle aussi de mobilité, on parle de connectivité. Le président Rottner, vous pouvez prendre le micro quand vous voulez, président, a évidemment évoqué l'investissement. Vous n'avez pas cité de chiffres d'ailleurs. Je crois que c'est 2,5 milliards d'euros que vous avez mis dans le numérique sur 6 ans. Pour pouvoir faire... c'est ça,
ou je me trompe? Bonjour François, et merci d'être parmi nous, et j'apprécie tout particulièrement que tu prennes un petit peu de temps avec nous. D'ailleurs, lors de notre entrevue, tout au début de ta prise de fonction, cette notion de santé globale est revenue assez rapidement. Mais au-delà des chiffres, moi je suis très frappé du débat qui a déjà lieu depuis ce matin sur cette complémentarité, alors cette volonté de décloisonner. On parle beaucoup des CEO. Parfois, les CEO ont leur importance et du bon. Et il ne faut pas tout décloisonner, mais il faut peut-être travailler de manière différente. Moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler ou d'inciter sur le mode projet, pas forcément sur la transversalité, mais d'être en capacité de se parler avec ses spécificités et ses capacités de travailler au-delà, finalement, parfois de sa zone de confort. Je crois que c'est ça dont il s'agit. Mais puisqu'on a le ministre de la Santé avec nous, et je disais, François, tout à l'heure dans mes mots d'introduction, que tout le monde, effectivement, dit que le système français de santé va mal, qu'il faut le changer, que d'abord, c'est pas nouveau, ça vient de loin, et que peut-être cette notion de One Health dans la population a aussi une vertu pédagogique d'accompagnement et d'accompagnement global. Aujourd'hui, vous êtes dans une région, au-delà du numérique, c'est bien, le numérique, c'est déjà derrière nous, c'est une ère, non pas du passé, mais une ère d'accompagnement, une ère du présent. Notre implication aujourd'hui va tout à fait dans ce que j'ai entendu. Quand on est une région sélectionnée, la seule région sélectionnée par la Commission européenne pour un programme LIFE sur la biodiversité, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on a la surface, la compétence, la possibilité d'agir là au quotidien sur ce dérèglement climatique, sur la nécessité de préserver la biodiversité, d'être là et effectivement d'agir là aussi sur les zoonoses. Quand nous travaillons aujourd'hui sur les énergies renouvelables, on est dans cette vision aussi de pollution de l'air, et quand on est à 30% de notre mix énergétique en ENR, ce n'est pas rien. Ça montre qu'il y a un effort derrière cela. Quand on investit aujourd'hui 1,5 milliard chaque année pratiquement dans le transport en commun et dans le transport ferré, eh bien on agit là aussi sur les particules fines et sur cette capacité d'inciter finalement nos concitoyens à rentrer dans une zone de prévention. Mais attention, il y a aussi des zones d'ombre. Et je l'ai aussi évoqué avec le ministre de la Santé. Moi, c'est un sujet qui me tient profondément à cœur. On vient de vivre, et nous sommes encore d'ailleurs dans les crises, je l'ai dit tout à l'heure, et il y a un sujet, François, et tu le sais parfaitement bien, qui est un sujet dont on ne parle pas suffisamment dans notre pays, qui est celui de la santé mentale. Et la santé mentale, c'est quelque chose de fondamental parce que les effets de la crise, particulièrement sur notre jeunesse, particulièrement sur les enfants en bas âge qui ont commencé à avoir un enseignement avec des profs qui étaient masqués, des difficultés du langage, les problèmes intrafamiliaux, vont se répercuter finalement dans une dizaine d'années à l'âge du collège, à l'âge du lycée, où il faut anticiper dès aujourd'hui une montée en charge de cette capacité de les accompagner à ce moment-là de leur vie. Je crois que c'est quelque chose d'important, mais je sais que le ministre y est extrêmement sensible. Oui, justement, monsieur le ministre, que fait-on? J'entends le président Rotner. Très récemment, à Paris, j'entendais les psychiatres de Sainte-Anne essayer de nous sensibiliser, nous, dans les médias, au nombre de suicides qui augmente et à effectivement ce système dépressionnaire qu'il y a chez les plus jeunes. Comment vous allez prendre à bras-le-corps, si j'ose dire, ce problème, et comme le dit le président Rotner, dès le plus jeune âge, parce qu'ensuite ça percole dans les générations. Oui, mais je suis totalement en phase avec ce que dit Jean Rotner. Jean, tu as tout à fait raison sur cette problématique de santé mentale. Deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, spécifiquement sur la santé mentale, l'année dernière ont été déclenchées les premières assises de la santé mentale dans notre pays, qui ont abouti à un certain nombre de décisions, de prise en charge. Je pense à Mon Psy, je pense au développement des infirmières en pratique avancée en psychiatrie. Bref, déjà des premières solutions qui sont mises sur le terrain.
Nous allons là très rapidement faire le bilan de cette première année autour de la santé mentale dans un contexte difficile, hein, que je ne cache pas, au contraire, et un contexte, et je rejoins Jean Rotner sur les jeunes enfants, les très jeunes filles, avec des problématiques de suicide qui sont importantes et qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi cette année il y a cette augmentation dans cette classe particulière de population. Donc c'est un enjeu majeur, mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'enjeu est global sur le système de santé, c'est-à-dire que nous, nous basculons entre guillemets de crise en crise, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la psychiatrie, ça montre bien que le problème est global, non seulement en santé globale, mais problème global de notre système de santé et qu'il faut le prendre dans son ensemble. Donc oui, nous devons le refonder, oui, nous devons redonner du sens au métier de la santé. Et cette problématique, elle n'est pas que française, elle est malheureusement, je dirais, internationale. C'est un effet post-Covid que l'on n'attendait pas du tout. J'ai eu l'occasion d'échanger avec mes collègues des pays du G7 et du G20 sur le sujet. Tous nos pays sont confrontés à cette difficulté. Et justement, One Health, c'est-à-dire replacer la santé dans une réflexion globale, doit contribuer, ça j'en suis persuadé, à redonner aussi du sens au métier du soin, à repositionner les métiers du soin et de la prévention, hein, bien entendu, à les repositionner au sein de notre société de façon un peu différente. Et réenchanter, redynamiser les métiers de la santé, les métiers du médico-social également, doit passer par cette logique One Health. Et puis, juste pour compléter, mais je sais, Jean, que tu y es très attaché, et c'est pour te dire et te reconfirmer combien j'y suis attaché. Dans ce concept One Health, que ce soit les polluants, que ce soit les virus, ils ne connaissent pas les frontières. Et nous devons, la région Grand Est a la chance d'avoir beaucoup de frontières, nous devons travailler aussi en transfrontalier. Je recevais hier la ministre-présidente de la SAR pour que l'on avance rapidement sur ces sujets de santé transfrontalière qui, je le sais, sont portés par la région Grand Est. Et je dirais simplement, mais étant à Strasbourg, vous allez comprendre tout de suite que c'est vraiment, je prends bien ce principe de Gesundheit ohne Grenze, et je crois qu'il faut vraiment que l'on avance là-dessus aussi. Ça fait partie de notre réflexion de santé globale et de One Health. Oui. Gesundheit ohne Grenze, ça veut donc dire santé sans frontières. Cela étant, le président Rotner fait remarquer aussi qu'il y a un certain nombre de nos médecins ou de nos infirmiers et infirmières qui ont tendance à passer la frontière parce qu'ils peuvent trouver que la prairie est plus verte de l'autre côté du Rhin. Alors comment on fait pour revaloriser les métiers et faire que la santé publique continue à la hauteur, vers le Luxembourg aussi, vous mentionniez tout à l'heure. Comment on fait ? Oui, François connaît particulièrement bien ce terrain et ce secteur parce que c'était son terrain de jeu pendant de nombreuses années et que l'aspiration sociale et le dumping des salaires fait que le Luxembourg, comme la Suisse, attire effectivement notre personnel soignant. Mais si à un moment donné, je crois qu'on revient sur le sens donné aux choses et les témoignages, et quand on a un ministre de la Santé en France qui nous dit effectivement One Health peut être une des solutions de la transformation de notre système de santé, c'est comment est-ce qu'on prend de l'avance sur ces sujets-là. Encore une fois, pas sous forme d'exemplarité, parce que c'est un projet de société, parce qu'on y croit, parce que l'hôpital nécessite aujourd'hui une forme de contrat social différent. Pas que en forme de revalorisation salariale, pas que sous la forme d'une, mais aussi oui. Mais l'hôpital, le soin, la santé, la prévention, les mobilités, la sédentarité, tout cela, c'est un véritable projet de société français et peut-être une recomposition d'un certain nombre de valeurs qu'il faut remettre sur le devant de la scène. Et ça permet à ce moment-là à des soignants, à des médecins, à des techniciens, à des ingénieurs, à des start-up de travailler de manière conjointe, d'élargir simplement. Et moi, je milite pour ça, vous l'avez entendu dans mes propos initiaux, c'est de dire l'hôpital est trop refermé parfois sur lui-même, doit s'ouvrir au monde extérieur et laisser à un moment donné se laisser découvrir, montrer son potentiel et redonner du sens à un moment donné à un investissement collectif. Et One Health, c'est vraiment, et là je suis d'accord, il faut décloisonner, c'est rétablir des connexions qui ont
trop souvent été négligé ou recentré sur visiblement une perception peut-être trop budgétaire aujourd'hui du soin et de la santé. Monsieur le ministre, pour rebondir sur cet élément que vous avez cité de l'importance du transfrontalier, sachez que pendant la journée, nous aurons une intervention sur la recherche en Europe. Ce travail en commun avec d'autres pays, ça passe forcément, et je vois derrière vous évidemment le drapeau européen. On ne peut faire ça que non isolé, bien sûr, sans frontières. Ohne Grenze. Oui, l'enjeu de l'Europe est majeur pour cette refondation de la santé. On l'a vu, on va parvenir dessus sur cet enjeu pendant la crise sanitaire et l'aide qui nous a été apportée par nos voisins allemands, suisses, belges, luxembourgeois, qui a été particulièrement importante pour la prise en charge des patients, et aide que nous sommes prêts à leur apporter de la même façon. L'Europe se structure pour la gestion des crises sanitaires. Il faut là aussi que l'Europe se structure pour la recherche, pour l'innovation. Et un des objectifs, vous le savez, de France 2030 et dans sa partie santé, c'est de faire bien sûr de la France le pays le plus innovant en termes de produits de santé et en termes de recherche, et souverain au sein de l'Europe, bien entendu au sein de l'Europe. Il serait stupide d'y réfléchir autrement. C'est tout ce qui fait la richesse de notre belle région Grand Est, c'est justement, elle est au cœur de l'Europe. Mais ça, je sais que j'en partage tout à fait cela. Pour autant, il ne faut pas qu'on tombe dans le mercato un petit peu, si je peux utiliser cette expression en ce moment, le mercato des soignants. Et c'est ce que je discutais avec la ministre allemande. Le mercato voudrait dire que chaque pays met de plus en plus, paye de plus en plus, parce que tout le monde est en difficulté sur les personnels. On ne peut pas être dans cette logique-là. Et donc, il faut qu'on ressorte de cette logique strictement financière, qu'on travaille sur, et c'est ce que je fais, sur la pénibilité, sur le bien-être au travail, sur le bien-vivre à l'hôpital, sur le bien-vivre dans son métier de soignant, en libéral aussi. Et ces enjeux sont indissociables du concept sociétal dont parlaient Jean à l'instant et du concept One Health. En tout cas, j'en suis persuadé. Oui, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller encore plus loin dans l'harmonisation des systèmes de santé en Europe? Je repense à tout ce qu'on a tous entendu dans les médias cette semaine, à savoir que en Espagne, il y avait eu des grèves parce que finalement, énormément de médecins sont partis. Et ils sont venus en partie en France. Alors comment on va faire? C'est quand même compliqué vu les disparités qu'il y a dans nos systèmes. Nous avons, de façon globale, avoir un travail sur la reconnaissance des diplômes entre les différents pays européens, ce qui concerne le domaine de la santé. Probablement faciliter les échanges. Les échanges font partie de la vie quotidienne maintenant. Et ce n'est pas dans la région Grand Est avec l'importance des travailleurs transfrontaliers qu'on va pouvoir dire le contraire. Donc, je crois qu'il ne faut pas chercher systématiquement à ramer contre le courant, si je pouvais utiliser cette expression, mais simplement prendre fait de la situation et améliorer cette situation avec les moyens dont on dispose. Donc, je crois que ça ne sert à rien de s'opposer à cela, mais je vous rejoins. C'est un peu absurde que des médecins espagnols viennent en France pendant que des médecins français vont au Luxembourg. Enfin, il y a quelque part un système qui ne tourne pas comme il devrait tourner. Mais c'est notre une interruption de faire ces ajustements à l'échelle de chaque. Nous avons des problèmes de connexion. Monsieur le ministre, vous êtes arrêté en plein vol. Et j'en suis intimement persuadé. Voilà, mais il ne s'en rend pas compte. C'est embêtant. Ce sont les aléas de la connectivité. Les collectivités, les régions, les élus et nos concitoyens. Si nous ne travaillons pas ensemble, Je vais combler le blanc. J'ai bien aimé les propos de François parce que c'est le propos d'un médecin et d'un médecin urgentiste. C'est-à-dire que
face à une urgence, parfois, ça ne sert à rien de réinventer le monde. Il faut faire le bon geste au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, face à un état de fait, face effectivement à des flux difficilement maîtrisables parce que les crises ont transformé profondément le rapport aux choses et aux valeurs et parfois à des objectifs de vie, il faut en prendre acte, mais avoir cette capacité d'équipe et de ce que l'on a compris, là aussi, le partenariat entre l'État, les gouvernements locaux, les structures sociales, eh bien, sont particulièrement importants. Et aujourd'hui, si notre pays peut s'en sortir, je crois que c'est parce qu'on fait partie de la même équipe de France, et qu'il y a nécessité eh bien, d'évoluer de manière conjointe. Et c'est en tout cas la volonté qui existe dans cette région. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous nous entendez bien, mais vous avez été abruptement coupé. Vous voyez les problèmes de connectivité, hein, il y a encore des choses à résoudre. Hein. En tout cas, vous nous aviez dit que vous pouviez rester avec nous jusqu'à 11h. Pouvez-vous rester un petit peu plus ? Avez-vous encore quelque chose à nous dire ? On vous entend. Oui, je vous remercie. Non, malheureusement, je vais devoir vous laisser parce que justement, je me déplace sur le terrain à plusieurs endroits cet après-midi parce que c'est ça qui est important, c'est d'aller sur le terrain et de voir les problèmes et les solutions sur le terrain. Mais je ne peux que saluer l'initiative de ces rencontres autour de la santé globale et vous dire à Jean que je suis bien sûr à sa disposition et à la disposition non seulement de tous nos concitoyens, mais aussi et beaucoup ceux du Grand Est. C'est essentiel, on l'a compris. Rapidement, je suis encore coupé. Vous êtes revenu et recoupé. S'il y a des difficultés de connexion, je sais qu'elles ne viennent pas du Grand Est, qui est parfaitement équipé. Donc, elles doivent venir plutôt du ministère. Bon. Merci François, merci, en tout cas. Merci. À très bientôt. Ministre de la Santé et de la Prévention. Merci. Nous reprenons notre table ronde sur le thème de santé et environnement. Après avoir entendu Benjamin Roche de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, de Mathilde Pascal, qui est à Santé publique France, je passe la parole à Benoît Miribel. Benoît Miribel, qui tout à l'heure a parlé et a prêché pour l'opérationnel. Alors Benoît, vous êtes le secrétaire général de la Fondation Une santé durable pour tous. Vous êtes membre du laboratoire d'idées, plus connu en anglais Think Tank, hein, Santé mondiale 2030, qui est présidé par Jean-François Delfrécy, que tout le monde connaît ici. Vous avez dirigé le département santé publique de l'Institut Mérieux et avez été directeur général de la Fondation Mérieux. Et vous avez, et c'est aussi pour cela que vous êtes ici, vous avez bourlingué absolument partout, beaucoup en Afrique, mais dans le reste du monde, vous êtes un homme de terrain, hein, c'est bien ça. Et donc, vous, ce qui vous intéresse dans le One Health, c'est enfin, on connecte tout, enfin, on fait la liaison entre tous ces éléments qui vont permettre de résoudre des problèmes, pas seulement en France, mais pour les populations du monde entier. C'est à vous, Benoît. Benoît Miribel. Merci. Bourlinguer partout, non, parce que c'est difficile, mais effectivement, il y a 32 ans, j'étais au Libéria avec Action contre la faim, dans une situation difficile au niveau nutritionnel pour les enfants. Et puis, j'ai enchaîné différentes années jusqu'à être directeur général de cette ONG, présidée par Jean-Christophe Ruffin. Alors, ces parcours dans la sécurité alimentaire, la sous-nutrition, l'eau, l'assainissement, dans des contextes difficiles. On sait aussi qu'il y a les réfugiés climatiques. Hein, les aléas climatiques forcent des personnes à quitter leurs lieux de vie, d'ailleurs à s'agglutiner après vers des capitales, où effectivement leur métabolisme n'est pas préparé à absorber des sodas et autre chose, à changer leur mode alimentaire, et on se retrouve avec d'autres problèmes. Enfin, les exemples ne manquent pas de tout ce qui évolue et qui ont un impact. Alors,
dans tout ce contexte-là, effectivement, pendant le confinement, nous en avons été plusieurs à discuter. Benjamin Roche en fait partie. Il a cité Serge Morand, qui est le Français aujourd'hui, qui est dans le comité de haut niveau interne agence onusienne et qui réfléchit justement sur l'appropriation de cette dimension One Health, qui pour moi, je vous le dis franchement, je suis pas scientifique, le One Health c'est un prétexte à la discussion de façon holistique sur les questions de santé, comme le sait Benjamin Roche, aussi Vanina qui fait partie de ce forum, et bien d'autres, et aussi avec des personnes, voilà, on n'est pas que entre nous franco-français, on est aussi avec des gens comme Runa Khan au Bangladesh, fondatrice d'une ONG Friendship, et le Bangladesh est confronté à beaucoup de problèmes climatiques, infectieux, aussi vous avez Maria Wakolsek au Sénégal, enfin voilà, différentes personnes se retrouvent dans ce forum. Alors, effectivement, on ne produit... La Fondation Une Santé Durable pour tous, sa vocation, elle est abritée à Lyon, à la Fondation Bouloukian, et sa vocation, c'est d'accélérer le dialogue entre les acteurs publics et privés pour une santé durable pour tous. Alors voilà, c'est une utopie, mais on considère qu'on a des marges de manœuvre importantes quand on est dans nos complémentarités, acteurs privés, ONG, fondations, entreprises, académies, universités, acteurs publics, et c'est pour ça qu'on apporte ces facilités de dialogue. Et alors, la première d'entre elles a été, due au confinement, de nous donner un espace de forum de discussion. Donc, ce forum de discussion fait que chacun qui le souhaite, c'est une approche ouverte, peut partager. On a 6 groupes de travail internationaux qui ont été lancés après un conseil scientifique qui s'est penché sur comment effectivement aborder ça. Et le premier aborde bien sûr les questions des allergies, des pollutions chimiques de l'eau, enfin tout ce qu'il y a là-dessus. Le second est plutôt sur les aspects nutritionnels, alimentaires. Je ne vais pas tous les décliner, mais ils ont tous une complémentarité. Le 5e est aussi sur les leviers du changement pour intégrer une véritable approche. Donc on est dans une finalité opérationnelle, on est enrichi de tas de chercheurs et d'entreprises comme Nutri-7, voilà, qui a mis au point il y a quelques années, dans les années 90, on a mis avec eux, il y avait à l'époque MSF, OMS, le Plum Peanut. Donc voilà, Nutri-7 est membre de ce forum, des ONG opérationnelles. Benoît, j'ai pas... Oui. Le plan comment? Le plan... Quoi? Le Plum Peanut. C'est une pâte d'arachide qui a été mise au point dans les années 90 et qui permet dans les situations nutritionnelles d'urgence aux enfants malnutris de récupérer plus rapidement le rapport poids-taille. Avant d'avoir cette barre d'arachide, on devait faire composer des formules, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était dans les années 90, on l'a testé au Rwanda en 94 avec MSF Action contre la faim à l'époque, l'OMS André Briand était partie prenante, et c'est un entrepreneur, voilà, Michel Lescane, qui a collaboré avec nous à l'époque pour mettre au point un produit. On a toujours besoin des entreprises, on a toujours besoin des compétences des uns des autres, et le sujet, c'est comment on crée nos alliances d'intérêts communs. Et aujourd'hui, le Covid est vraiment effectivement une sonnette d'alarme. Benjamin Roche, tout à l'heure, a cité Serge Morand qui dit on est rentré dans l'ère des épidémies. Et effectivement, j'ai passé 12 ans comme directeur général de la Fondation Mérieux, et je ne suis pas scientifique, mais j'ai entendu un grand nombre de scientifiques et d'experts nous alerter sur tout ce qui est en mouvement. Les résistances antimicrobiennes sont une réalité grandissante, croissante, on ne va pas tout développer. Donc, quand on est conscient de ces enjeux-là, on doit s'organiser. C'est la prévention, c'est la préparation. Benjamin Roche a dit que ça coûte beaucoup moins cher. Et je vois Stéphane Romaté, directeur du centre de crise, on le voit qui interviendra cet après-midi. Voilà, grand spécialiste voilà, des questions de crise avec les ONG. On le sait, plus on se prépare, mieux on répond à des difficultés. Mais ça, effectivement, c'est toujours difficile d'obtenir des investissements et du temps et de l'énergie pour faire ça. Vous avez dit, effectivement, à juste titre, que les silos, il y en a aussi besoin. En fait, il nous faut des verticalités. Il nous faut composer avec toutes les spécialités, parce que les journées sont courtes, la vie est courte, tout le monde a des tas de choses à gérer, et il nous faut, entre nos verticalités, faire par contre de l'horizontalité, et de créer des espaces. Alors voilà, c'est ce qu'on a créé avec cet espace, le forum One Sustainable Health, qui fera un événement à Lyon fin juin, début juillet, justement pour rendre compte de ces travaux. Et si on a pris ce mot sustainable avec le conseil scientifique, et quand on a lancé ça il y a 1 an et demi, c'était pour affirmer aussi un ancrage avec les objectifs du développement durable à 2030. Donc cet effort-là, personne n'est payé, tout le monde est bénévole. C'est des fondations qui amènent des moyens et pour pouvoir travailler ensemble. Pour l'instant, ce temps d'approche, de concertation, doit permettre après à chaque structure, qu'elle soit une université, un centre de recherche, une ONG, une entreprise,
de s'approprier, de décider elle-même, de faire des alliances, de changer ses programmes. Mais il nous fallait cet espace. Il y a aujourd'hui une 50aine d'organisations qui sont connectées pour cela. Et on fera un compte-rendu pendant 2 jours. Et bien sûr, on invitera ici, parce que je suis très heureux et je salue l'initiative de cette région pour un colloque santé globale. Et donc, on sera sur cette question-là, du lien aussi avec les ODD. Puisque c'est un repère fort mondial, signé par beaucoup de pays. Objectifs du développement durable de l'ONU. Voilà, encore une fois, c'est un prétexte à s'interroger sur une approche de santé plus holistique, plus globale. On n'invente rien. On dit depuis, vous pouvez trouver des choses de l'Académie de médecine en 1921, sans frontières entre les deux médecines. Enfin, des choses on les sait depuis très longtemps. Après, c'est comment effectivement on rend l'opérationnel, on essaie de travailler ensemble. Pour terminer, puisque j'ai évoqué l'humanitaire, on a eu un forum au printemps sur les questions humanitaires et on voit qu'il y a aussi une approche One Health humanitaire. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez dans une situation d'urgence, vous devez prendre en compte globalement l'écosystème. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça se fait aussi tout de suite quand il y a des apports extérieurs par rapport à un respect. Un autre exemple, la mairie de Lyon, voilà, qui veut végétaliser un certain nombre de choses. Le directeur santé publique me disait la semaine dernière, on est en train de prendre en compte le One Health, c'est une seule santé, parce que végétaliser, il y a des rats qui arrivent, il y a des moustiques, etc. Donc, à chaque fois qu'on agit sur quelque chose, il y a des incidences. Donc, il faut l'approche globale. Et l'Europe, effectivement, j'appartiens aussi au Conseil économique, social et environnemental, et j'ai été co-rapporteur en avril d'un avis sur comment construire l'Europe de la santé. Voilà, c'est la commission internationale du CESE, donc vous le trouverez sur Internet, et effectivement, c'est capital. Là, on a une région dynamique qui s'approprie la santé globale. Au niveau national, on entend le ministre parler de One Health, et c'est très intéressant. Et au niveau européen, on a actuellement une action en cours, et on a été entendu par Sandra Gallina, la commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire. Et cette semaine, enfin la semaine prochaine, mercredi après-midi, vous aurez la publication de la stratégie Global Health de l'Europe, dans laquelle nous avons réussi, nous avons eu la confirmation quand nous étions en Autriche au forum Gastein, de la dimension One Health. Donc ça veut dire que c'est à tous les niveaux. Au niveau d'une mairie, d'une collectivité, au niveau national, international, qu'on doit travailler sur ces approches-là pour avoir des compréhensions, des politiques, ensuite des moyens, parce que rien de pire que des verticalités sur des maladies. Il faut encore une fois des verticalités précision, mais avec l'horizontal. Un problème majeur, c'est qu'on ne travaille pas assez sur les systèmes de santé, je dirais, à l'international, depuis longtemps. Mais je ne vais pas redévelopper tous les sujets, mais il y a une richesse quand on se retrouve dans ces débats qui, encore une fois, dans ces forums, qui ont une fois d'alimenter les structures elles-mêmes pour qu'après elles se les approprient, qu'elles fassent des alliances, parce que je pense aussi qu'on manque d'alliances, de synergie, mais tout ça va se développer. Voilà en quelques mots ce qui est en train de se faire. Merci Benoît Miribel. Je voulais peut-être donner un exemple de ce qu'a dit Rolf, parce que j'aime bien le terrain sur la déforestation. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps pour Vanina, les autres intervenants. On reprendra après Benoît. Et donc Vanina qui piaffe dans son écran. Vanina Laurent Ledru, vous êtes à la tête de Fondation S, la très récente fondation créée par Sanofi. Benoît connaît très bien le système des fondations. Tu as été à la tête du Centre français des fondations. Donc Vanina, vous avez une expérience aussi évidemment de santé, mais internationale. Vous avez travaillé en Europe, aux États-Unis, chez Sanofi, chez Merck, Sanofi Pasteur. Vous rendez compte de l'importance qui est prise actuellement par l'obligation, si j'ose dire ça comme ça, de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, vient d'être créée elle est toute jeune, votre fondation, elle est née, là, c'est un bébé encore. Alors, la santé globale, pour ce bébé, c'est quoi ? Alors, avant d'expliquer le point de vue de Foundation S, juste pour expliquer le contexte dans lequel je m'insère, j'ai effectivement un parcours à la fois au sein du public et du privé. J'ai aussi travaillé chez Gavi et je pense que c'est... Gavi qui est l'Alliance internationale pour les vaccins, n'est-ce pas ? C'est bien ça.
Et je pense que c'est essentiel de rappeler l'importance de ces partenariats publics-privés dans la santé globale. Parce qu'en fait, la santé globale, c'est quoi? C'est un écosystème à chaque fois dans lequel vraiment la force du collectif prend tout son sens. Et nous avons souhaité d'ailleurs appeler Foundation S de Sanofi Collectif pour effectivement renforcer cette notion d'importance du collectif. Donc, un mot rapide sur effectivement ce bébé qu'on a introduit dans le monde de la philanthropie et du mécénat en France et au niveau international. Foundation S, c'est un think et do tank, donc en bon français, un laboratoire d'idées, mais aussi un laboratoire d'action, parce que pour nous, c'est essentiel de pas seulement rester au niveau théorique, mais vraiment d'avoir une action concrète sur les thèmes qu'on a choisi d'impacter. Notre vision, c'est d'aider les générations futures à grandir en meilleure santé. Et pour ça, on a choisi, 4 grands thèmes. Le premier, le cancer des enfants. Le deuxième, l'élimination de la maladie du sommeil. Ensuite, l'aide humanitaire. Et ce qui nous amène aujourd'hui, l'impact du changement climatique sur la santé. Et donc, en santé globale, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler vraiment de ça, du fait que aujourd'hui, la crise du climat, c'est une crise de la santé. Ce n'est plus si, mais quand on va vivre dans un monde à 2 degrés, hélas. On a vu juste après la COP27 qu'il y a eu énormément de discussions sur le besoin de mitigation, d'atténuation des effets du changement climatique. Mais en même temps, on sait très bien que les communautés vulnérables des pays qui étaient autour de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire dans toute l'Afrique, ou que ce soit aussi en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et maintenant ça monte, les communautés vulnérables de ces pays, en même temps, luttent tous les jours pour survivre aux sécheresses, aux inondations, aux vagues de chaleur, aux incendies, aux tempêtes. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a choisi, nous, comme thème vraiment d'impact, c'est pourquoi il est essentiel d'amener d'autres financements vers l'adaptation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire financer de l'adaptation au changement climatique? Un chiffre d'abord. Aujourd'hui, il y a seulement 1% de tout le financement multilatéral sur le changement climatique qui va à des dépenses de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on finance justement pas l'adaptation, puisqu'en fait, les premiers impacts du changement climatique sur les populations, c'est quand même dans leur santé. Et ce qui me fait dire qu'on a une approche quasi colonialiste du changement climatique, c'est-à-dire qu'on a une approche très pays du Nord, mais qu'on ne prend pas assez en compte la réalité des gens qui vivent dans les pays du Sud, qui tous les jours encore doivent faire face aux impacts de ces changements, principalement dans leur santé, mais évidemment dans tout le reste de leur vie quotidienne. Donc pour nous, le moment est venu non seulement évidemment de travailler à réduire nos émissions, c'est une évidence, et le groupe Sanofi a bien entendu pris un engagement net zéro et s'attache à ceci, de même qu'on travaille avec toute l'industrie pour réduire les émissions du secteur de la santé. Mais aujourd'hui, c'est le moment de soutenir les communautés où la réalité du changement climatique se produit maintenant, ici, et pour les aider à s'adapter à celui-ci. Et donc, encore une fois, à la COP, le directeur général de l'OMS a rappelé que le changement climatique touchait de manière disproportionnée les populations des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il a aussi mentionné le cas des petits États insulaires en développement, dont l'existence même est menacée par la montée des eaux, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, il a aussi parlé de l'impact de la pandémie de Covid-19 comme exemple clair des impacts inéquitables d'une telle menace mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin de libérer du financement pour aller vers de l'adaptation. Alors, Foundation S, nous, c'est du financement philanthropique. Un autre chiffre, on sait aussi que, hélas, il y a encore juste 1 seul % de tout le financement philanthropique mondial qui va vers le changement climatique. Donc, on essaye déjà, nous, de mobiliser de façon plus large pour s'assurer que le financement philanthropique global peut aller financer des solutions au changement climatique, donc des solutions à la fois de mitigation et d'adaptation. Mais aujourd'hui, on essaye aussi de travailler de façon différenciée pour déployer des capitaux qui soient plus agiles, qui soient plus flexibles et tolérants au risque aussi. C'est pas facile de financer de l'adaptation au changement climatique. Donc, pour donner un exemple très concret, ce qu'on a commencé à faire, c'est travailler, on a parlé du Bangladesh, on a commencé à travailler avec le Bangladesh qui est passé de 2-3 inondations par an à
6, 7, même 8 inondations majeures qui emportent tout sur leur passage, y compris là où sont rassemblés les matériels des districts de santé. Donc, une des solutions toutes simples, par exemple, ça a été de financer un bateau hôpital qui est le seul moyen d'arriver jusqu'aux populations les plus vulnérables qui vivent au milieu du delta. Donc, voilà des exemples concrets. Et puis, je vous ai dit en entrée qu'on essayait de agiter, innover et orchestrer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Agiter, on en parle aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on force le débat public sur cette question de l'adaptation ? Comment, encore une fois, on met le sujet plus sur la table ? On a vu à Sharm el-Sheikh que c'était vraiment le sujet de toute l'Afrique, mais il faut que ça aille de façon maintenant beaucoup plus large dans tous les débats qu'on a sur le changement climatique. On discute toujours mitigation et adaptation ensemble. Innover, pour nous, c'est mettre en place des solutions actionnables pour accroître la résilience sanitaire des populations. Donc là, on travaille de façon hybride avec à la fois des partenariats stratégiques comme ce qu'on a fait au Bangladesh et un appel à projet qui sort l'année prochaine pour du financement. Et puis orchestrer, c'est organiser le passage à l'échelle de solutions qu'on va voir utiles, réalistes, et puis bien entendu travailler pour libérer du capital hybride. La philanthropie, ça peut être qu'une petite partie de la solution. L'initiative Climate Policy nous a rappelé qu'il fallait augmenter de 600% jusqu'à 4,5 trilliards de dollars d'ici à 2030 les besoins en financement pour rester idéalement sous l'augmentation de température de 1,5 degré. Donc, ce chiffre, il ne veut même plus rien dire tellement il est énorme. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de travailler, encore une fois, au sein de tout un écosystème pour libérer ces financements. Et puis, un mot sur le One Health. Comme Benoît et d'autres l'ont rappelé, pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'à chaque fois, on pense impact sur les maladies animales, sur l'homme et évidemment sur la planète. Donc, d'autres utilisent le concept de santé planétaire, que ça soit encore une fois le concept d'une seule santé durable ou le concept de santé planétaire. In fine, ce qui est important, c'est qu'on travaille tous ensemble sur vraiment cette triangulation essentielle des besoins et encore une fois du financement de ces besoins. Merci Vanina. Juste maintenant, je crois que, Président, vos fonctions vous appellent hors de cet hémicycle. Oui, il faut que j'aille rejoindre Madame la Préfète. Et je suis désolé. Juste un petit mot, parce que je suis très sensible à tout ce qui a été dit. Vous parliez effectivement d'une région qui s'intéresse à One Health. Rien au départ ne me permettait d'imaginer de me retrouver aujourd'hui avec vous dans cet endroit pour parler de ce sujet-là. C'est simplement, il y a eu des crises. Il y a eu le sentiment, et j'en parlais, la nécessité d'aménager le territoire. Il y a notre engagement sur le développement durable et la biodiversité. Et tout ça, ça fait à un moment donné une congruence de politique publique. Et on se retrouve effectivement à débattre d'un sujet comme celui-ci qui est essentiel et à se l'approprier. Et souvent, peut-être certains d'entre nous ici s'en souviennent, quand on a débuté ce travail et cette réflexion sur la santé ici dans la région, dans notre région, on nous a regardé avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas leur job ». Et à vous entendre, c'est encore 10 fois plus notre job qu'on ne le pensait peut-être encore il y a 6 mois. Et donc cette nécessité d'avancer, et d'avancer là aussi dans un partenariat public-privé totalement assumé, sain et je crois efficace, c'est ce que nous devons vraiment défendre dans ce pays et à l'international. Et je crois qu'on a encore une fois toutes les qualités. Moi j'aimerais vous remercier pour la qualité de vos interventions. Je suis désolé, je dois me soustraire effectivement à ma présence parmi vous, mais en tout cas merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos interventions et je pense en tout cas que ça va nourrir toute mon équipe qui continuera à vous écouter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Jean Rotner, président de la région Grand Est. Nous sommes toujours dans l'hémicycle de la région Grand Est, à Strasbourg. Je salue à nouveau les peut-être 30 000 personnes qui sont connectées avec nous à distance.
ne vous inquiétez pas, évidemment, après l'intervention de Monsieur le Ministre, nous avons pris un peu de retard. On saura, je parle sous la houlette de Nathalie, qui est gardienne du temps, mais doit intervenir maintenant dans cette table ronde santé et environnement. In fine, mais last but not least, Frédéric Keck. Frédéric, tu es directeur de recherche au sein du laboratoire d'anthropologie sociale CNRS, Collège de France, École des hautes études. Tu as dirigé le département de la recherche du musée du Quai Branly entre 2014 et 2018. Tu as reçu la médaille de bronze du CNRS en 2012. Récemment, tu me disais que tu étais à l'université Humboldt à Berlin. Tu donnais des cours sur justement ta connaissance anthropologique de ce qu'est la maladie. Et je me souviens, la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était quand tu avais écrit Un monde grippé. Hein. Vous vous souvenez tous de la grande angoisse sur une pandémie mondiale de grippe, et tu avais passé du temps au Vietnam et tu savais comment ça se passait sur ce terrain-là. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages. Regardez la biographie qui est sur le lien www.lesrencontresantéglobales.fr, mais je ne peux pas ne pas citer Les Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, de même que Chauve-souris, rencontre aux frontières entre les espèces, publié à CNRS Éditions. Tu as entendu tout le monde. Qu'est-ce que c'est qui te frappe dans cette, dans ces rencontres et dans la façon dont s'exprime chacun des interlocuteurs, voire le ministre lui-même? Merci pour cette invitation. C'est effectivement un plaisir pour un chercheur de pouvoir observer comment ces questions de santé globale ou One Health sont appropriées au niveau régional par l'initiative d'un grand journal de diffusion scientifique. Donc on est effectivement dans un moment de transmission de ces savoirs globaux sur la santé. Je voudrais dire rapidement, de mon point de vue d'anthropologue, comment le One Health, justement, est en train de passer du niveau global au niveau territorial, en passant peut-être aussi par le niveau européen dont on a parlé, puisque Casimiro a rappelé que le One Health, c'était un espace d'enseignement et de recherche scientifique qui permet de construire la santé globale. Et le One Health, il faut rappeler que c'est une initiative qui a été lancée en 2005, lorsque le virus de grippe aviaire dont on a parlé est passé de la Chine vers l'Europe. Et ça a été lancé, on dit souvent en France que ça a été lancé par les vétérinaires pour mettre un peu en scène l'opposition entre les vétérinaires et les médecins, qui est assez structurante pour notre système d'enseignement. Mais en fait, quand on regarde historiquement, ce sont les ornithologues qui ont lancé l'initiative One Health, notamment donc la Wildlife Conservation Society aux États-Unis, qui a organisé un grand colloque dans lequel ils ont formulé des principes qu'on appelle Manhattan pour justement connecter la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement à l'occasion de ces menaces de diffusion du virus H5N1 de la Chine vers l'Europe. Alors, il y avait effectivement l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, qui était partie prenante. Il y avait la FAO, donc l'Organisation de l'alimentation pour les Nations Unies, qui posait ces questions de quelle est la bonne taille d'un élevage de ferme pour éviter la diffusion du virus de grippe. Mais il y avait aussi les ornithologues qui suivaient les trajectoires des oiseaux migrateurs et qui se posaient des questions sur les usages de la terre et de l'eau pour éviter justement ces disparitions d'espèces dont on sait qu'elles favorisent, tout à l'heure Benjamin Roche l'a très bien expliqué, qu'elles favorisent, la perte de biodiversité favorise l'émergence de virus. Alors, le One Health a donc été d'abord des initiatives globales, avec une série de réunions justement entre des experts par les organisations internationales, FAO, OIE, OMS. Mais ensuite, on a vu que ça a été approprié au niveau européen, notamment par des programmes d'enseignement qui rassemblaient justement des vétérinaires, des écologues, des médecins,
pour transmettre ces modes de pensée construits pour la grippe aviaire aux générations futures qui devaient affronter les prochaines crises. Et ça s'est passé dans les années 2010 et j'y étais effectivement associé en tant qu'anthropologue qui réfléchissait sur les facteurs qui pouvaient favoriser la transmission de ces virus. Par exemple, j'ai travaillé sur les marchés aux animaux en Chine qui pouvaient favoriser la transmission de la grippe aviaire. Et puis on voit que à la faveur, si l'on peut dire, de l'épidémie de Covid, le One Health est maintenant approprié au niveau national, le ministre en a parlé tout à l'heure, et au niveau territorial, comme on le voit avec cette initiative dans la région Grand Est. C'est-à-dire que c'est plus seulement des virus qui viennent de loin, qui prennent l'avion, et la grippe aviaire était malheureusement un bon modèle avec ces virus qui émergent sur des marchés aux animaux en Chine et qui parrainent l'avion pour arriver en Europe. C'est des virus qui sont autour de nous, qui sont à l'état endémique. Et on voit justement maintenant que la grippe aviaire circule chez les oiseaux sauvages en France et avec des mécanismes de spillover dans les deux sens vers les volailles domestiques. Alors je voudrais juste dire en quelques minutes comment ce passage du niveau global au niveau local impacte un concept sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui est celui de sentinelle et en quoi ça pourrait justement intéresser ceux qui réfléchissent au niveau territorial. Alors une sentinelle, pour les experts de l'OMS avec lesquels j'ai travaillé donc à Hong Kong, mais aussi au Vietnam, c'est-à-dire donc dans cette région de l'Asie du Sud-Est où on surveillait les virus de grippe aviaire qui apparaissaient au centre de la Chine et pour lesquels dans les années 70 on n'avait pas beaucoup d'informations. Une sentinelle, c'est un territoire dans lequel il y a une grande connectivité, il y a une liberté de circulation de l'information, il y a des systèmes de surveillance qui permettent de lancer l'alerte très rapidement sur des virus qui émergent, et ça a été le rôle de Hong Kong, colonie britannique, passée sous souveraineté chinoise en 1997, au moment de l'émergence du virus de grippe aviaire. Et puis plus techniquement, une sentinelle pour les autorités de l'agriculture à Hong Kong, c'est des volailles qu'on ne vaccine pas à l'entrée des fermes, de façon à voir l'entrée du virus dans la ferme. Donc c'est des volailles qui sont à mi-chemin entre les autres volailles qui vont devenir des marchandises et puis la population humaine qui est effectivement exposée à ces virus qui émergent. Mais en fait, on a vu quand la grippe aviaire est arrivée au niveau européen qu'il y avait d'autres territoires sentinelles qui se définissaient, donc plus seulement l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique centrale, effectivement, pour Ebola, avec la question de la circulation de la viande de brousse, ou aussi l'Afrique de l'Ouest, avec les épisodes de Ebola au Libéria ou en Guinée. C'était plus ces territoires très éloignés, c'était des territoires aux portes de l'Europe, je pense à la Turquie, je pense à la Russie, sur lesquels on a peu d'informations, mais où en 2005, on était très en alerte pour savoir ce qui se passait. Et puis maintenant, à la suite de la Covid, qui a impacté le monde au niveau global, les territoires sentinelles, pour la grippe aviaire, par exemple, en ce moment, c'est la Vendée, c'est le Gers, qui sont effectivement très impactés par ces mesures de confinement, d'abattage des volailles. Et puis pour le Covid, on a vu le rôle du Piémont en Italie, la région de Bergamo, qui était la première impactée, et puis du Grand Est avec ce qui s'est passé à Mulhouse en février 2020. Alors, du coup, les territoires sentinelles se rapprochent. Ces territoires sentinelles, c'est plus des territoires qui sont en première ligne dans le combat contre un ennemi, avec toute cette mobilisation un peu militaire contre un virus représenté comme menaçant l'humanité. C'est des virus qui circulent. On sait maintenant que le nombre de virus pathogènes est très bas par rapport à tous les virus qui circulent avec nous. Donc il faut arriver à surveiller les pathogènes pour comprendre pourquoi certains deviennent pathogènes dans certaines conditions. Et pour ça, il faut mobiliser toute la population. Donc les ornithologues, par exemple, qui surveillent les oiseaux, le système de santé, les soignants, qui vont voir quelles sont les pathologies nouvelles. Et donc, mon idée, c'est que les sentinelles, c'est pas seulement effectivement des territoires très éloignés, c'est vraiment au sens immunitaire, ces territoires qui sont au premier poste où des virus émergent et où on apprend à diffuser l'information. Et c'est pour ça que la table ronde qu'on va avoir à la suite sur l'intelligence artificielle est importante, parce qu'il y a effectivement besoin de capteurs, de senseurs, pour détecter ces signaux d'alerte, donc plus seulement au bout du monde, mais vraiment tout autour de nous, dans ces systèmes écologiques qui sont en train de se transformer.
Merci Frédéric. Je vois Nathalie qui piaffe et qui se dit que si elle veut être la gardienne du temps, il va falloir que l'on conclue. Tu nous donnes combien ? Tu nous donnes 1 minute ou Je même vous donne 1 minute pour conclure. 1 minute. Je ne sais pas si Benjamin Roche est toujours avec nous. Nous ne le voyons plus dans l'écran. Mais Benoît voulait dire un mot. Ah si, Benjamin, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter après avoir entendu tous les autres intervenants ? Non, mais je pense que, enfin, juste pour conclure sur le fait qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement de fond, voilà, cette interconnexion entre la santé animale, environnementale et humaine, elle commence à être comprise. Maintenant, on a vraiment besoin de tous les acteurs pour vraiment l'inscrire dans un cadre vraiment opérationnel et qu'on commence vraiment à développer des choses concrètes. On a tous ensemble fait un gros travail collectif pour justement montrer l'importance de cette approche. Maintenant, il faut vraiment l'opérationnaliser et pour ça, les territoires vont être le chaînon qui va vraiment permettre de montrer ces exemples. Donc voilà, j'étais ravi de participer. Merci beaucoup. Merci. Benoît, 3 mots. L'opérationnel. Non, c'était pour illustrer tout à l'heure sur quand Benjamin Roche disait déforestation, l'impact effectivement infectieux. On a eu l'exemple avec Ebola. On pensait, quand on a été alerté en 2014 sur la crise Ebola, on avait une réunion comité mixte INSERM Fondation Mérieux qui gère le P4 en France. Et effectivement, on a entendu les spécialistes dire « Oh, Ebola, c'est du classe 4, ça va passer en 2-3 mois. » Les gens voient. Mais on avait sous-estimé les routes qui avaient été faites en Guinée forestière. Donc c'était une illustration de ce que tous les... Gérard Keck connaît ça. Et ce qui est intéressant dans ces forums, c'est les grands spécialistes qui se partagent et nous, on pouvait ensuite, avec des fondations, des réseaux d'associations, faire partager les savoirs, les connaissances pour effectivement la prévention, les applications. Donc ces chaînes de capacités sont vraiment essentielles. Et elles touchent effectivement tous les aspects. Donc c'est un encouragement à poursuivre. On a Chris Walzer, qui est dans le forum aussi, bien sûr, David Eman qui était... tous ces gens-là, je les cite parce qu'ils sont tous bénévoles, motivés, et tous ces chercheurs, tous ces opérateurs donnent espoir d'avancer ensemble. Merci. Ah, Frédéric, non, c'est trop tard. Je pense qu'on peut applaudir tous nos intervenants. Merci, Benjamin Roche, Mathilde Pascal, Benoît Miribel, Vanina et Vanina Laurent Ledru et Frédéric Keck. On vous écoutera encore 1 heure. Hein. Franchement, c'est passionnant. Mais bon, voilà, on est tenu par le temps et Nathalie va me faire les gros yeux.